chapitre. Dans un premier temps, je vais vous exposer un peu les grandes lignes du chapitre. Nous allons d'abord commencer par des généralités, définir ce que c'est que le séchage et donner quelques notions qui nous seront utiles pour notre cours et pour nos équations qu'on va écrire. Ensuite, nous allons nous intéresser aux caractéristiques d'un solide humide. Donc, quelles sont les grandeurs qui caractérisent un solide humide? Et bien sûr que je suis amené à diminuer sa quantité d'humidité. Nous allons voir donc ces caractéristiques en détail. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec les caractéristiques, nous allons voir les différentes méthodes ou modes qui nous permettent de sécher un solide. Il en existe plusieurs. Nous allons voir donc ce qu'on appelle le séchage direct, le séchage indirect et le séchage par rayonnement. Les trois modes qui existent pour sécher un solide humide. Ensuite, nous allons nous intéresser à la cinétique de séchage. Quelle est la vitesse de séchage et quel est le temps pour sécher un solide, pour l'amener d'une certaine humidité à une autre, comment. Donc, nous allons voir les différentes équations qui existent pour déterminer aussi bien les vitesses de séchage, et il y en a plusieurs, nous allons en voir plusieurs, et on va aussi nous intéresser donc à la durée de séchage d'un solide. Et en dernier, nous allons aussi présenter les sécheurs qui existent pour les solides qu'on a à sécher. Voilà les grandes lignes du chapitre que nous allons voir ensemble. Alors bien sûr, ces grandes lignes que vous avez vues, que nous allons voir, elles vont nous demander la connaissance des caractéristiques de l'air que nous utilisons pour sécher. Parce que dans les modes de séchage, vous allez voir qu'il y a des modes où on va utiliser de l'air. Et cet air-là, maintenant que nous avons vu le chapitre sur l'air humide, eh bien, cet air est caractérisé par plusieurs grandeurs, à savoir l'humidité absolue, l'humidité relative, les températures, les chaleurs, les enthalpies, etc. Donc, pour pouvoir suivre le deuxième chapitre, il faut bien sûr maîtriser ce que nous avons vu dans le chapitre concernant l'air humide. Donc, je vous conseille de lever tous les points un peu qui restent un peu confus, de telle manière à pouvoir suivre ce chapitre concernant le séchage des solides. On va commencer par donner quelques généralités, comme je viens de le dire. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est que le séchage. Le séchage, vous arrivez à voir cette diapo, s'il vous plaît? C'est bon? Oui? Oui, madame. Madame. Très bien. Alors, le séchage, c'est une opération unitaire qui a pour but d'éliminer plus ou moins, sous l'action de la chaleur, le liquide qui accompagne un solide. Vous voyez, on va éliminer plus ou moins, pas totalement, sous l'action de la chaleur. Donc vous voyez qu'ici, on doit aussi chauffer pour diminuer ou éliminer la quantité d'humidité sous forme de liquide qui se trouve dans notre solide. Alors ce séchage, il s'effectue de plusieurs manières. Premièrement, par évaporation et entraînement à l'aide d'un gaz, qui est de l'air. Évaporation et entraînement à l'aide d'un gaz. Comment? Eh bien, notre solide, par exemple ici, solide, eh bien, on va le faire soumettre
je vais soumettre à... Alors, j'ai du mal à... Ah. Je vais le faire soumettre, pardon. Ah là là. Je vais le soumettre à un entraînement d'air. Il y aura d'autres schémas qui vont vous expliquer. Par évaporation. Alors l'évaporation, donc je vais soumettre mon solide à un certain débit de gaz qui est l'air. Deuxième type de mode de séchage, c'est la vaporisation qui est favorisée en travaillant sous vide. Vous allez me dire quelle est la différence entre évaporation et vaporisation. Alors généralement, les gens confondent entre évaporation et vaporisation. L'évaporation, c'est un phénomène de surface. L'évaporation, c'est lorsque, par exemple, vous mettez une certaine quantité d'eau en contact avec l'atmosphère. Cette atmosphère-là, c'est de l'air. C'est de l'air qui est plus ou moins sec. Alors, les molécules qui sont à la surface, elles auront tendance à quoi? Elles auront tendance à passer dans l'atmosphère pour équilibrer, pour humidifier l'air. Donc, elles vont se vaporiser. Et ce phénomène-là, il est lent. C'est le phénomène qu'on voit quand par exemple, on sèche du linge. Quand on a du linge humide, ou mouillé carrément, eh bien, quand on l'étend à l'air, et on ne l'étend pas quand il fait humide, parce que quand il fait humide, il ne va pas sécher. Puis quand il fait sec, lorsqu'il y a du soleil, et qu'on étend notre linge, et notre linge qui est mouillé, il va sécher. Il va sécher comment? Eh bien, c'est l'eau qui est contenue dans notre linge va s'évaporer, va passer. Et cette opération, elle va durer un certain temps. Ce temps-là est d'autant plus court que quoi? Que la température ambiante est importante et que l'air est sec. Donc, je n'ai pas eu besoin de porter mon linge à une température très importante. Je l'ai étendu et j'ai attendu qu'il sèche. Et le séchage de mon linge a été effectué comment? Par évaporation. Le liquide qui était contenu dans le linge, eh bien, s'est évaporé grâce à quoi? Grâce à l'air tout autour qui était plus ou moins sec et bien sûr à une température un peu élevée. C'est pour cela qu'en été, eh bien, notre linge, on le sèche rapidement lorsque il n'y a pas une grande humidité. Maintenant, la vaporisation, alors c'est un phénomène de surface qui est plus ou moins lent. On ne sèche pas rapidement notre linge qui est humide. Maintenant, la vaporisation, c'est que j'ai mis en contact ma phase liquide avec une surface très chaude de telle manière à ce que j'atteigne la température d'ébullition. Là, je peux donc faire changer d'état ma phase liquide. Comment? Eh bien, en portant mon système à une température importante et elle sera plus ou moins, disons, basse lorsque, bien sûr, j'utilise une pression sous vide. Donc pour la vaporisation, on est obligé d'élever la température jusqu'à la température de vaporisation. Et ceci est possible grâce à quoi? Grâce au fait qu'on peut élever la température en chauffant. Et bien sûr, ce processus de quoi? D'évaporation de l'eau qui constitue mon humidité va être beaucoup plus rapide que le premier phénomène qui est l'évaporation. Ça va jusque-là? Vous avez saisi la différence entre évaporation et vaporisation. Vaporisation, je dois élever la température jusqu'à la température de
vaporisation. Ici, je ne fais rien. Hein. Je mets mon solide en contact avec l'air et j'attends. J'attends qu'il y ait une évaporation et le phénomène est de surface. C'est les molécules de liquide ou d'eau à la surface qui vont s'évaporer et plus ce phénomène d'évaporation dure, plus je vais évaporer de l'eau et donc je vais sécher mon solide. Pour vous amuser à, par exemple, à remplir, enfin pas remplir beaucoup, mais à mettre de l'eau dans un récipient et vous vous amusez à ce que cette surface qui sépare donc votre liquide avec votre atmosphère soit assez importante, eh bien au bout de quelques heures ou bien d'une journée, hein, de quelques heures, eh bien il y aura plus de liquide dans votre récipient. Hein, l'eau s'est évaporée. Alors bien sûr, si votre atmosphère n'est pas caractérisée par une humidité importante, si l'air ambiant dans lequel vous avez mis votre récipient est plus ou moins sec. Est-ce que ça va pour phénomène, s'il vous plaît? Vous me répondez. La différence entre évaporation et vaporisation. Très bien. Maintenant, le dernier, c'est sublimation. Vous devez savoir que sublimation, c'est quoi? C'est un changement d'état entre l'état solide et l'état gazeux. Sublimation, c'est un changement d'état entre un état solide de la matière, bien sûr, entre l'état solide et l'état gazeux. Sublimation, je vous ai présenté ici, c'est il y a un solide, c'est un récipient dans lequel nous avons mis un solide, et ce solide, c'est quoi? C'est du CO2 solide, du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, vous l'avez solide dans certaines conditions. Maintenant, si vous prenez ce dioxyde de carbone solide et vous le mettez à l'air ambiant, eh bien, il va passer directement de l'état solide à l'état vapeur. Vous voyez? Regardez. Donc ici, on a mis un morceau de dioxyde de carbone, de CO2, solide. On l'a mis à l'air ambiant et vous voyez qu'il a commencé à quoi? À s'évaporer. Donc, on dira que c'est une sublimation. Voilà le phénomène de sublimation. Et on va expliquer un peu plus loin ce phénomène de sublimation qui est utilisé lorsqu'on sèche des solides. Donc, vous avez compris que là, qu'est-ce qu'on fait pour sécher? On doit ramener de l'énergie, on doit chauffer, et on doit aussi évacuer la vapeur qui a été engendrée par le chauffage. On doit évacuer la vapeur qui constitue pour nous l'humidité. Donc le séchage est une opération de quoi? Une opération simultanée. Nous avons un processus de transfert de matière et de chaleur. La matière ici, c'est l'humidité et on doit chauffer pour créer donc cette vapeur. On doit vaporiser l'eau contenue dans les solides. Ensuite, on doit l'évacuer. Ça va pour ces généralités? Je peux continuer? Vous me répondez, s'il vous plaît. Très bien. Alors, toujours dans ces généralités, quel est l'intérêt du séchage? Pourquoi on sèche? On sèche beaucoup. Quel est l'intérêt du séchage?
Ben, il faut savoir que quand on sèche, automatiquement, pardon, je vais changer. Automatiquement, lorsqu'on sèche notre produit, on l'allège. On l'allège. Hein, il devient plus léger. Et lorsqu'il devient plus léger, eh bien, je peux le transporter d'une manière plus facile. Pourquoi? Parce qu'il est plus léger. Hein. Et le fait de sécher un produit, il va me permettre aussi de le conserver. Alors, on va donner des exemples. Hein. Dans l'agroalimentaire, hein, le lait, hein, par exemple le lait, on le trouve soit sous forme de liquide, soit sous la forme d'un liquide très concentré, ou bien on peut le trouver comment? Sous forme de poudre. Ben la poudre, elle est beaucoup plus facile à transporter que le liquide. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus léger, hein, de transporter de la poudre de lait que du lait sous forme de liquide. Pour la conservation, eh bien, on peut conserver beaucoup de produits lorsqu'ils sont secs, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique, de nombreux domaines hein, qu'on va exposer un peu plus loin. Nous avons quoi? Nous avons des pruneaux hein, qu'on sèche et qu'on conserve beaucoup mieux que s'ils sont frais. Nous avons de la tomate hein, qu'on peut conserver beaucoup plus facilement quand elle est sèche que lorsqu'elle est humide, etc. Il y a de nombreux produits qu'il est beaucoup plus facile de conserver lorsqu'ils sont secs. Seulement, bon, ça ce sont les avantages du séchage. Seulement, il y a aussi des inconvénients, c'est que bien, on risque de modifier alors, la forme, la texture, le goût et les qualités d'un produit. En séchant, eh bien, par exemple, votre tomate, hein, lorsqu'elle est fraîche, elle n'aura pas le même goût quand vous l'aurez séchée. Elle n'aura ni la forme, ni la texture, ni le goût, ni les qualités hein, nutritionnelles hein, à la fin lorsque vous l'aurez séchée. Et on sèche aussi des fruits, hein, fruits comme la banane, la, l'ananas, enfin bon, il y a beaucoup de produits, hein, fruits qu'on peut sécher, des abricots. Hein. Eh ben, leur forme, leur texture, leur goût et leur qualité, elles sont modifiées lorsqu'on les sèche. Et bien sûr, lorsque vous séchez, vous utilisez de l'énergie et donc ça va vous coûter. Hein. L'opération de séchage est une opération qui coûte de l'argent. Hein. Et donc, c'est le fait de modifier la texture, la forme, et le fait aussi que vous utilisez une certaine énergie pour assurer votre séchage, eh bien, ça va constituer des inconvénients de cette opération de séchage. Alors, bien qu'il y ait donc ces deux inconvénients, eh bien, il faut savoir que le séchage est largement utilisé dans de nombreux domaines. Et ces domaines-là, nous allons les voir. Ils sont nombreux. Alors, les produits chimiques, hein, notamment les produits chimiques que vous avez au niveau des laboratoires, par exemple. Hein, nous avons beaucoup de produits chimiques sous forme de poudre. Et comment on a utilisé ces poudres? Eh bien, en séchant. Certains produits qui sont au départ généralement liquides. Vous avez tout ce qui est produits pharmaceutiques pour conserver les médicaments, on doit les sécher. Les produits agroalimentaires, hein, les pâtes, les fruits, les légumes, hein, on sèche beaucoup de choses dans
le domaine de l'agroalimentaire. On sèche aussi les matières plastiques, le papier, le bois, toujours pour pouvoir les conserver et pour qu'ils ne se dégradent pas avec le temps. Vous avez aussi tout ce qui est matériaux de construction, céramique. Vous avez aussi les industries textiles aussi. Utilisent beaucoup cette opération, donc de opération unitaire de séchage. Donc vous voyez que c'est un large domaine d'application qui est présenté par ces différentes industries. Ça va jusque-là? Je peux continuer? Ça va? Oui, madame. Très bien. Alors, on va revenir maintenant à ce mode de séchage. Alors, ces modes de séchage qui nécessitent, comme on l'a dit, un chauffage de la matière humide, eh bien, ce mode de séchage est divisé en 3 catégories. Vous avez le séchage direct, Nos annotations, du mal à noter rapidement. On ne répond pas rapidement les... Alors, nous avons le séchage direct ou séchage par convection ou par entraînement avec un air plus ou moins sec. J'en ai déjà parlé auparavant. Donc, je soumets mon solide humide à quoi? À un entraînement d'air, et je dirais que le séchage est direct. Il va se faire par convection. Le deuxième mode de séchage, alors le premier c'est direct, le deuxième on dira qu'il est indirect, ou séchage par conduction. Alors conduction, j'ai mis en contact mon solide avec une paroi chauffée. C'est la fameuse explication que j'ai donnée tout à l'heure. Donc le chauffage ou le séchage par vaporisation. Ici le séchage par évaporation et là le séchage par vaporisation. Et le dernier, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est le séchage par rayonnement. Alors qui dit rayonnement dit des températures supérieures à 100 degrés. C'est-à-dire que votre solide, vous allez le soumettre à une source chaude et porté à une température nettement supérieure à 100 degrés. C'est par rayonnement que va s'effectuer le chauffage. Maintenant, nous allons aussi expliquer ce que c'est que la lyophilisation, qui est une opération de séchage qui est bien particulière. Et cette opération de lyophilisation, eh bien, elle utilise le phénomène de sublimation. Tout à l'heure, j'ai expliqué le phénomène de sublimation. Le phénomène de sublimation, c'est quoi? C'est le passage de quoi? D'un état solide à un état gazeux. Et nous, ce qu'on va sublimer, c'est quoi? C'est justement de l'eau à l'état solide, qui pour nous, l'eau à l'état solide, on l'appelle la glace. Eh bien, cette glace qui va se former, eh bien, on va la faire passer à l'état vapeur pour évacuer l'eau qui était présente au départ dans les solides. Alors, je vais vous expliquer le phénomène de lyophilisation ou, bien sûr, existe le phénomène de sublimation. Alors, lyophilisation, c'est un mode de séchage qui est largement utilisé pour sécher des produits thermosensibles. Je répète, la lyophilisation est utilisée comme méthode de séchage de quoi? Eh bien, des produits thermosensibles. Ça veut dire quoi, thermosensible?
Qui est-ce qui peut me répondre? Thermosensible. Thermo, c'est quoi? Et sensible, c'est quoi? Thermosensible. Quelqu'un peut me répondre? Allez, j'attends. Thermosensible. Quelqu'un qui peut me dire thermosensible, c'est quoi? Thermo, c'est-à-dire Sensible à la... température. Température. Et sensible, eh ben, ce sont des produits qui ne supportent pas le fait qu'on élève leur température. D'accord? C'est-à-dire que si on élève leur température, eh bien, ils risquent de se dégrader. Et quel est le domaine où vraiment j'ai ce cas de figure? C'est dans le domaine pharmaceutique. Dans le domaine pharmaceutique, eh bien, vous pouvez avoir des produits qui, lorsque vous les élevez à température, eh bien, ils peuvent se dégrader, ils peuvent changer de structure, etc. Donc, en fait, la lyophilisation est largement utilisée. Madame, Oui, oui. comme les vaccins, c'est des produits Très bien. thermosensibles. Les vaccins, les produits, par exemple, pour les vitamines. Les vitamines, hein, les vitamines, eh ben, lorsque vous élevez la température, elles se dégradent. Et donc, on ne va pas les chauffer, parce que là, on a dit que le séchage, il faut chauffer, il faut élever la température. Ben, ici, on ne va pas élever la température, on va la baisser plutôt. Alors, je vous invite à voir, est-ce que vous arrivez à voir le diagramme? Le diagramme ici, est-ce que vous arrivez à le voir correctement? Est-ce que vous arrivez à le voir correctement, le diagramme? Bien, je vais Madame, oui. grandir. Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Arrivez à le voir? Le diagramme ici? S'il vous plaît, vous me répondez. Oui, oui, Hein? madame. Oui, madame. Très bien. Eh bien, c'est le diagramme qui va nous expliquer le cycle de la lyophilisation. Comment on procède pour appliquer cette technique de séchage, la lyophilisation. Donc, au départ, mon produit humide, hein, j'ai du mal à avoir la notation ici. Donc, mon produit de départ, il est ici. Alors, le diagramme que je vous présente ici me donne la pression en fonction de la température. La pression en fonction de la température. Je considère mon produit initialement au point A. Au point A, donc je suis par exemple à pression atmosphérique et mon produit il est à température ambiante. Et en fin de compte, le liquide qui est à l'intérieur de mon solide, il est à température aussi ambiante. C'est ce liquide-là qui est à l'intérieur de mon solide que je veux éliminer. Donc au départ, il est liquide dans mon solide. Qu'est-ce que je vais faire? Dans une première opération, je vais abaisser la température de mon solide. Je vais la baisser jusqu'au point B. Jusqu'au point B. Donc cet abaissement de température n'a aucun effet sur la qualité de mon solide. Et l'abaissement de cette température va faire que quoi? Va faire que le liquide à l'intérieur de mon solide va être quoi? Va passer de la phase liquide à la phase solide. Donc, il y aura ce qu'on appelle une congélation. J'ai quoi? J'ai changé l'état de mon liquide qui se trouve à l'intérieur de mon solide de l'état liquide à l'état solide. Donc, le liquide est devenu solide. Là. Ensuite, à une certaine température assez basse, qu'est-ce qu'on fait?
on met sous vide le produit de départ. On met sous vide, ça veut dire qu'on abaisse la pression. On abaisse cette pression jusqu'à une certaine valeur. Alors ça dépendra de chaque produit. Donc on le met sous vide, donc on abaisse sa pression. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois qu'on a atteint le vide désiré, on élève de nouveau sa température. Et vous voyez que quand j'élève sa température, qu'est-ce que je suis en train de faire pour le liquide qui était à l'état solide? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à quel état? Quel état? Vous voyez ici? À l'état vapeur. Il va passer de l'état solide à l'état vapeur. Et la vapeur, je peux... donc c'est le liquide qui était à l'intérieur de mon solide, qui est passé donc de la phase liquide à la phase solide. Ensuite, je l'ai fait passer à basse pression à l'état, comment? À l'état vapeur, en élevant un peu la température. En élevant un peu la température. Et donc, toutes ces 3 opérations de congélation, de mise sous vide, de sublimation constituent ce qu'on appelle la lyophilisation. La lyophilisation qui va nous permettre donc d'évacuer l'eau de notre produit thermosensible de cette manière-là. Donc il faut baisser la température, créer un vide, ensuite élever la température, mais pas tellement, pour évacuer l'eau sous forme de vapeur. Et cette technique-là, elle est assez coûteuse. Vous voyez, il faut congeler, mettre sous vide le produit, etc., créer un vide assez poussé. Ensuite, réélever la température, tout ça, ça demande des moyens. Ils sont assez sophistiqués et qu'on appelle la lyophilisation est largement utilisée dans le domaine pharmaceutique. Ça va jusque-là pour cette méthode de séchage? Ça va? J'attends vos réactions. Madame. Très bien. Je continue. Alors, quels sont les moyens qui nous permettent d'accélérer le mode de séchage par le séchage par ces différents modes? Eh bien, c'est le fait que je puisse, si j'ai les moyens, bien sûr, d'agiter, de prévoir une agitation, de mes solides. Donc, si je peux agiter mon solide, ça va permettre de quoi? Ben d'accélérer le phénomène de séchage qui m'intéresse. Alors, pourquoi, si j'agite, j'accélère l'opération de séchage? Eh bien, c'est pour pouvoir transférer le liquide de la phase transférer le liquide vers la phase vapeur par évaporation, et bien sûr aussi faciliter le transfert thermique. Le transfert thermique, je dois chauffer et bien sûr évacuer la vapeur qui est engendrée par le chauffage. Donc si je peux agiter, l'agitation permet de quoi? D'accélérer le phénomène de séchage. Comment? Eh bien, le fait d'agiter fait que je chauffe rapidement et bien sûr, je peux évacuer la vapeur qui est produite d'une manière plus rapide. Alors, cette opération de séchage, elle peut s'effectuer sur des produits finis, c'est-à-dire les produits que je veux avoir secs. Je prends le cas par exemple, du savon. Le savon, vous savez très bien que au départ, c'est une pâte. Et cette pâte-là, elle est mise dans des moules. Ensuite, on laisse sécher cette pâte pour avoir les savonnettes qu'on utilise
pour nous laver. Et bien sûr, le séchage des salfonettes, eh bien, ça facilite bien sûr leur conservation, hein, et leur manutention. Comment je peux je peux les trimballer ou les transporter. D'accord? Donc, sur cette opération de séchage, vous pouvez donc la faire sur des produits finis ou bien sur des produits en cours d'élaboration. En cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore finis, mais vous devez sécher. Je prends le cas dans l'agroalimentaire, hein, quand quand on récolte le blé, avant de le stocker, on doit le sécher, hein, dans des silos. Hein, il faut qu'il soit sec. Ensuite, ce blé, il faut le transformer. Hein, comment? Eh bien, dans l'industrie de l'agroalimentaire, hein, il faut le moudre, notamment, par exemple, pour préparer tout ce qui est pâte alimentaire, tout ce qui est semoule, etc. Donc, cette opération de séchage, comme je viens de le dire, et donner des exemples, elle va s'effectuer aussi bien sur des produits finis, hein, c'est-à-dire votre produit, vous l'avez conçu jusqu'à la fin et la dernière étape, c'est le séchage, ou bien hein, en cours d'élaboration, hein, avant de le mettre sur le marché, vous devez effectuer cette opération de séchage. Ça va jusque-là? Madame. Quelques réactions, s'il vous plaît. Très bien. Bien, je vais m'arrêter là. Hein.